FM, le journal. À Adoukandi, un arrondissement de la commune de Lalo. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mercredi 7 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Le dossier relatif à l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi a connu sa première audience dans la journée de ce mardi 6 juillet. L'ancien ministre Barnabé Dassigli et le préfet Jean-Claude Kodia sont attendus à la prochaine audience. La correction des copies du baccalauréat session de juin 2021 a démarré ce lundi 5 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Diaspora FM est allé faire le constat, le point dans ce journal. Et puis l'équipe d'Italie s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2021 de football, durant laquelle elle affrontera l'Angleterre ou le Danemark le 11 juillet à Londres. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Le procès des personnes impliquées dans l'affaire domaniale des 39 hectares à Abomey-Calavi s'est ouvert ce mardi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. En dehors de Georges Bada et ses co-accusés en détention, l'ancien ministre Barnabé Dassigli et le préfet Jean-Claude Kodia sont attendus à la prochaine audience. Cité dans l'affaire domaniale des 39 hectares, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, et l'ancien ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli doivent se préparer pour répondre aux questions des juges à la CRIET. À la prochaine audience programmée pour le 13 juillet 2021, les deux personnalités devront faire leur déposition en tant que sachants. Ce mardi à la barre, l'ancien maire d'Abomey-Calavi, principal accusé dans cette affaire, et ses co-accusés ont plaidé non coupables. Georges Bada a précisé devant les juges qu'il avait agi sur instruction de sa hiérarchie. La zone incriminée se retrouve dans la Zoka et Dame Corintor, qui se réclame propriétaire du domaine en 2006, n'a en réalité aucun lopin de terre dans la zone. En son temps, nous avons alerté le maire Liamidi Kwenou de Dravo qui a rangé ce dossier, idem pour son successeur Patrice Oussou-Guédé qui n'a pas donné une suite favorable, mais c'est au temps du maire Georges Bada que les terres ont commencé par être morcelées malgré nos rappels à l'ordre, a déclaré Firmin Benansoua, président de l'association de défense des intérêts d'Abomey-Calavi à la barre. À noter que les mises en cause dans ce dossier placé en détention provisoire ont fait 2 mois de prison à Abomey-Calavi et en ont déjà fait 5 à la prison civile de Mistrité. Thérèse Cora, première adjointe au maire d'Abomey-Calavi, a effectué une descente au marché de Togba ce mardi dans le cadre d'une tournée entamée dans les marchés de la commune d'Abomey-Calavi depuis environ 3 semaines. Le point avec Mouri Anoagua. Accueillie par les femmes du marché de Togba dans la cour de l'arrondissement, la première adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi explique ici les raisons de sa visite. L'État fait des investissements dans chaque marché de notre commune. Ces investissements, c'est pour permettre à la commune de maximiser les ressources propres. Voilà, à notre arrivée, nous avons constaté que les ressources s'amenuisent de jour en jour. Pour parier à ce regressement, c'est là où nous avons pris la décision pour descendre dans tous les marchés de notre commune pour voir ce qui freine la mobilisation des ressources propres de notre mairie au niveau des marchés.
Des hangars construits à grands frais sont abandonnés par manque de certaines commodités. Le marché n'est pas suffisamment assaini et ne dispose pas de latrines. Après avoir effectué le tour du marché, la première adjointe au maire parle de ses remarques. À l'intérieur du marché, j'ai fait un bilan à mi-parcours des investissements. Mais j'ai constaté que le travail n'est pas fini. Il y a encore de l'espace où on peut ériger les magasins. Les commodités qui manquent, comme les toilettes, les fosses septiques, les endroits où il faut même ériger des grands magasins de stockage dans les marchés pour sécuriser les produits que les bonnes dames amènent, parce qu'elles ne peuvent pas à tout moment faire les va-et-vient avec les produits. Il faut un grand magasin de stockage, ce qui manque dans le marché. Il manque aussi le marché un peu insalubre. Il faut l'entretien, il faut l'éclairage, le gardiennage. Tout ça là, en restant au bureau, on ne peut pas se rendre compte de ça. Thérèse Cora s'est ensuite entretenue avec la responsable et les vendeuses du marché de Togba. Pierre Gbeyon, chef d'arrondissement de Togba, présent à cette rencontre, lance ici un appel au gouvernement. Nous profitons de votre caméra pour demander au chef de l'État, Patrice Talon, de moderniser comme les autres marchés, le marché de Togba. Nous avons besoin de marchés modernes comme les marchés de Wando et autres dans notre territoire, dans l'arrondissement de Togba. Ce fut l'occasion pour la première adjointe au maire de sensibiliser les femmes sur les mesures de lutte contre la Covid-19. Elle les a par ailleurs exhortées à payer leurs taxes. On reste toujours à Bomé-Calavi. La gestion du maire Angelo Arwandinou n'est pas du goût des conseillers communaux du bloc républicain. Réunis mardi 6 juillet 2021 au Centre Business et Promotion Center à Bomé-Calavi, ils ont exposé plusieurs raisons qui justifient leur désaccord et surtout la mesure d'abstention qu'ils ont prise à l'unanimité contre l'examen et le vote du budget gestion 2021. Écoutons Brice Adonan et Florent Ezrou, tous conseillers communaux bloc républicain à la mairie d'Abomey-Calavi. C'est vrai, un rapport d'activité retrace tout ce que le maire a fait pendant une période d'arrêt. Comprenez avec nous que nous ne sommes pas au conseil communal pour bloquer le maire dans son élan de développement. Nous sommes là pour l'accompagner et pour l'aider à bien gérer les deniers publics. Dans le rapport d'activité, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec l'orthodoxie financière. La preuve est qu'il y a une activité dans ce rapport qui dit que tous les chantiers de construction de modules de classe et de hangars dans les marchés ont été réceptionnés à 100%. Cela veut dire que les travaux sont finis et que les prestataires ont été payés. Mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Parce que même des CA, je vous dis, et comprenez que ces CA sont UP, même des CA ont fustigé cette phrase dans le rapport d'activité en disant que sur le terrain, les travaux sont abandonnés et inachevés et qu'ils n'ont pas connaissance de l'achèvement de ces travaux-là. Donc, si déjà des CA UP disent cela, nous, conseillers VR de la minorité, nous n'avons pas intérêt. Nous avons porté des observations. Nous avons demandé au maire d'aller sur le terrain et de voir si réellement ce que les CA ont dit était justifié. Les mêmes personnes en session qui crient, qui voient la vérité, au lieu de dire à leurs frères, le maire pour dire voilà, parce que chacun veut se faire de l'argent pour aller faire faro. En dehors de tout ce que nous parlons, on parle de quoi? Vous-même, vous avez eu à faire les enterrements dans les cimetières de Ouida, de Cotonou. Vous n'avez jamais vu un privé s'occuper des cimetières de PK14 ou de Sommet? Vous n'avez jamais appris ça? Mais voilà quelque chose qui a été érigé par les fonds de la mairie. Le cimetière, c'est construit par les fonds de la mairie. Ailleurs, vous avez le régisseur, vous allez au PK jusqu'à aujourd'hui. Les gens travaillent là jusqu'à ils ont vieilli. Les vieux là, ils sont encore là au PK 14. Les agents, c'est les agents voyés qui sont à la mairie de Cotonou. Les agents qu'on a recrutés, qui vont souvent à la retraite même, qui confectionnent des fosses. Vous allez, vous payez sur la caisse, vous amenez le numéro
et on vous montre votre fosse pour faire ce que vous devez faire. Ici, à Calavi, on crée, malgré le nombre d'argent que nous avons, qui se promènent mais qui ne font rien, on crée, on va fabriquer un truc de contrat. À qui encore? À des individus conseillers comme nous. À des individus conseillers comme nous. Antoine Adoukonou, membre fondateur du Bloc républicain, fait une lecture de cette sortie des conseillers du parti Bloc républicain de la mairie d'Abomey-Calavi. Il était l'invité de Corneille Aïssé sur l'émission Matin d'Éden de ce jour. Je suis financier de formation, je suis économiste financier, donc c'est pas facile pour moi d'entendre des chiffres et commencer par réagir. Sinon que les conseillers nous ont présenté une situation, si on allait tenir compte que des chiffres, une situation pas trop reluisante, mais je dis tous ces chiffres, il faut puisque si j'ai le budget devant moi, je peux mieux apprécier. Je ne peux pas, en tant que spécialiste des chiffres, prendre les chiffres en l'air seulement et opiner. Mais ce que j'observe, ce que je peux dire de façon globale, c'est que j'ai un message à adresser au maire. Parce que au terme des dispositions des lois sur la décentralisation, c'est le conseil communal qui est l'organe délibérant de la commune. La loi n'a pas parlé d'une majorité qui est délibérante, d'accord? Donc, même si nous avons une majorité écrasante au sein du conseil communal, cela ne nous empêche pas d'écouter la minorité. Parce que si j'ai pu bien comprendre ce que les conseillers ont dit, il ne s'agit pas... D'abord, il ne s'agit pas d'une minorité de blocage. C'est-à-dire, quel que soit, puisque nous sommes 18 au conseil communal, même si tout le monde vote contre le maire aura toujours les moyens d'avancer puisque nous sommes 18 sur 49. Donc cette minorité, elle n'est pas une minorité de blocage pour se permettre de bloquer le maire. Cette minorité a accompagné le maire pendant au moins 1 an. Mais si au détour d'un collectif budgétaire, d'une session extraordinaire où il y a 15 points inscrits à l'ordre du jour, ils ont voté pour 14 points. Et ne serait-ce que sur le seul point du collectif budgétaire, si ces conseillers estiment qu'il faut faire quelques amendements en votant par abstention, je crois que on ferait mieux quand même de les écouter. Puisque avec tout ce que nous avons entendu, c'est un peu ahurissant si les chiffres tels que c'est annoncé là doivent se confirmer comme ça. Je pense qu'il y a mal d'ordre. Page éducation à présent, la correction des copies du baccalauréat session de juin 2021 a démarré ce lundi 5 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au CEG Nokoué de Cotonou, l'un des centres de correction, 456 correcteurs et contrôleurs sont retenus pour apprécier 60 000 copies. Le superviseur général du centre, Elo Jacques Bossou, nous donne plus de précisions. Il est au micro de Clémence Tonoucoin. Nous avons eu d'abord une réunion avec les présidents de sous-commission. À cette réunion, nous avons rappelé les instructions, la procédure, leurs responsabilités dans la correction, parce que les présidents de sous-commission ont sous eux les contrôleurs et les correcteurs. Chaque contrôleur a sous sa responsabilité 4 correcteurs. Au total, nous avons 7 ateliers de français, mathématiques, SVT, histoire géo, PCT et français. Nous avons 7 ateliers ici. Après ces petits exercices, qui sont des rappels nécessaires au bon fonctionnement de la correction, les différents ateliers ont fait ce que nous appelons le corrigé-type. L'office leur a donné un canevas dans leur discipline et de façon consensuelle, ils vont refaire le corrigé-type
pour que chaque correcteur puisse maîtriser son corrigé type. Et ils ont fait ensuite, presque dans tous les ateliers, une ou deux corrections communes pour que tout le monde maîtrise la procédure de correction. Le barème est ce qu'il faut pour qu'il y ait l'équité, pour qu'un candidat ne soit pas lésé, pour que nous ayons un bon bac comme toujours. L'opération est prévue pour durer suivant les ateliers. Il y a les ateliers de 4 jours qui vont finir dans 4 jours, les ateliers de 5 jours, et les ateliers les plus lourds, français et philosophie, ils ont 6 jours. Après ça, notre équipe va se mettre à saisir les notes. Après la saisie des notes, nous allons faire la simulation. Et après la simulation, la première délibération est prévue pour le 14 juillet. Le bac est fait pour le candidat moyen. Les épreuves ont été données pour que le candidat moyen puisse réussir. Sachant que les établissements ont fait leur travail, ont suivi les élèves pendant les cours et ont fait les exercices nécessaires. Je crois qu'on peut rester optimiste. Et à la sortie des épreuves, les interviews auprès des candidats, ils ont presque tous dit que c'est très abordable. Gardons donc espoir pour que nous puissions dépasser les taux des années passées. Avant les résultats du bac le 14 juillet prochain, ceux du BPC ont déjà eu leurs résultats. Ceux du BPC session de juin 2021, bien entendu, et les listes ont été affichées dans les établissements dans l'après-midi de ce lundi. Clémence Tonoucoin a sillonné quelques établissements. On suit son point. Les candidats admissibles au BEPC 2021 ont démarré ce mardi 6 juillet la phase orale et sportive de l'examen. Pour le compte de cette journée, seuls les candidats de la série modèle court sont concernés. Ils subissent l'épreuve orale en anglais. La sœur Florence Laourou, chef centre au collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, nous donne plus de précisions. Ce matin, nous avons commencé les épreuves orales en suivant la programmation qui a été faite par la direction départementale. Donc, nous recevons toute cette journée les candidats ayant composé en moderne court dans les centres du CG de Gamay, CG d'Antopa, Collège Notre-Dame des Apôtres, CG Saint-Rita et CG du Lac. Moderne court ce matin. Demain, nous allons recevoir les candidats ayant composé dans les mêmes centres, mais cette fois-ci en moderne long. Nous avons eu les listes des candidats admissibles et comment dit-on, les fiches et les tests sur lesquels ils seront interrogés. Donc les surveillants interrogateurs aussi étaient là. À 7 heures déjà, nous avons essayé de faire le dispatching, de répartir les candidats par rapport au nombre de professeurs interrogateurs que nous avons. Et nous les avons disposés dans les salles de classe. Donc les candidats passent, subissent l'interrogation, ils émagent pour prouver qu'ils sont là et puis ils rentrent chez eux, quitte à aller composer l'épreuve sportive demain. Visage décontracté, les candidats, après leur passage devant l'examinateur, tiennent le même langage. Ça s'est bien passé. Quelques-uns d'entre eux ont accepté se prêter à nos questions. Ça s'est très bien passé. Premièrement, je me suis présentée et il m'a demandé dans quelle école j'étais. Donc, je lui ai répondu quel âge j'avais. Après, il m'a donné une partie du test à lire. Et c'était, dans l'ensemble, c'est bon. Ça s'est bien passé. Il nous a posé des questions basiques, mon nom, mon âge, d'où je viens. C'était abordable, c'était pas compliqué. Ça s'est bien passé, c'était abordable. Pour moi, il m'a posé des questions personnelles. What's your name? Who are you? What are you? Les candidats de la série modèle long planchent demain, mercredi 7 juillet 2021. D'accord, c'est compris. L'actualité se poursuit sur Diaspora FM. Depuis quelques jours, le Bénin ne fait plus partie de la liste des pays d'immigration dits sûrs de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une décision du Conseil d'État français. Quels sont les probables impacts d'une telle décision? Morgana Sogba, consultant en relations internationales, nous livre sa lecture. On l'écoute. Il faut penser à deux lectures possibles, une lecture diplomatique et une lecture culturelle. Et il faut déjà commencer par retenir que cette liste est une liste assez controversée. Et il n'y a pas que le Bénin qui a été retiré. Vous avez le Ghana, vous avez le Sénégal. Donc ça fait 3 pays. Alors la lecture diplomatique est celle qui veut que la France, comme un État, puisse quand même, au travers de ses institutions, que ce soit publiques ou privées, faire en sorte que ses intérêts soient promus.
Et nous savons tous que les intérêts de la France, c'est d'abord les droits de l'homme. C'est ce que la France met au devant de la scène. Et en parlant des droits de l'homme, les critères d'appréciation de cette structure sont bel et bien le respect des libertés publiques et surtout le droit des LGB, les gays et tout le reste. Donc voilà 2 critères assez majeurs. Et lorsque vous regardez ces critères qui entrent dans le cadre des droits de l'homme et vous tenez compte aussi du cas des demandes d'asile qui ont augmenté du côté des Béninois, des ressortissants béninois vers la France, vous comprenez le souci de ces structures qui n'est que dans sa logique diplomatique, dans sa logique de promouvoir les intérêts de la France, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. L'aspect culturel de la chose nous renvoie déjà aux pays comme le Ghana, le Sénégal, surtout le Ghana, qui s'est inscrit dans une logique où la promotion de certains de ces droits que la France estime être les droits et les libertés publiques comme celui des homosexuels, il y a une loi qui a été adoptée au Ghana qui vise à sanctionner de façon légale toute pratique allant dans ce sens. Et cette confrontation, sinon cette opposition culturelle fait que c'est tout à fait compréhensible de voir la France et cette structure retirer ces pays comme le Ghana, comme le Sénégal et le Bénin, pourquoi pas, qui même si dans son arsenal juridique ne s'oppose pas directement à la question, mais dans l'aspect culturel de la chose reste quelque chose d'assez difficile pour les populations autochtones, pour les Béninois qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de pratiques qui s'opposent à cela. Et nous avons eu un incident récemment au Bénin avec ces personnes transgenres qui ont été victimes d'un certain fait. Donc nous comprenons d'une façon ou d'une autre, cette mesure vise à faciliter. Lorsque vous vous retrouvez retiré de cette liste, la mesure vise à faciliter le processus de demande d'asile. Et il a été notifié que les demandes d'asile vers la France venant du Bénin sont d'un taux d'environ 25%, ce qui montre une augmentation assez nette dans l'arsenal français. Donc lorsque vous êtes retiré de cette liste, déjà toutes les personnes sensibles qui se sentent menacées, qui sentent le fait que leurs libertés publiques sont menacées, ont le privilèges en griffe, ont des facilités dans leur processus de demande d'asile et de migration vers la France. Tout dépend des intérêts de chaque leader et de chaque État. Si le Bénin s'inscrit dans une logique de promotion absolue des relations entre la France et le Bénin va certainement trouver lors de ces ententes des dispositions à prendre pour se retrouver à nouveau dans cette liste qui n'est pas forcément une liste étatique. Donc le Bénin ne se retrouve pas forcément en train de mettre en danger ses relations diplomatiques avec la France. Un grand groupe italo-suisse est cité dans l'affaire 145 kg de cocaïne arraisonnée au port de Cotonou. 2 cadres de l'amateur italo-suisse Méditerranéen Shipping ont été interpellés. Dans l'affaire de drogue qui a conduit Séraphin Yeto en prison, des cadres d'un groupe italo-suisse sont aussi épinglés. 2 cadres du groupe italo-suisse Méditerranéen Shipping ont été interpellés et incarcérés dans le cadre de l'opération anti-drogue menée le 25 juin par la police béninoise, rapporte Africa Intelligence. Dans ce dossier, Séraphin Yeto, DG Sonimes, 4 agents d'un groupe français exerçant à Cotonou, 2 enleveurs d'une société de consignation, 2 transitaires, le patron de l'OCETID, Constant Badé, l'adjoint de l'unité mixte de contrôle des conteneurs, ont été tous interpellés, déposés en prison. Leur procès est prévu pour le 15 juillet 2021. Des cadres de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, une dizaine en l'occurrence, sont aux arrêts. Ils ont été interpellés ce mardi 6 juillet 2021 par les éléments de la brigade criminelle où ils séjournent actuellement. Au nombre de 9, ces cadres sont actuellement gardés dans les locaux de la BEF à Agbangandan dans la commune de Semekoji. Le directeur des titres de transport et 2 chefs-service font partie de ces cadres arrêtés. Pour le moment, on ne sait ce qui leur est reproché, mais leur audition est en cours puisqu'un audit a été diligenté récemment au sein de l'agence. Les nouvelles africaines et internationales.
En Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis le retour de son époux, le 17 juin dernier, les premières dames s'expriment dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux. Simone Gbagbo salue ce retour et plaide pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation nationale. Il faut garder le cap, les yeux fixés sur la vision. Tout va bien, conclut-elle. Celle qui fait face à deux écueils. La demande de divorce formulée par Laurent Gbagbo 4 jours après son retour au pays, qu'elle n'évoque pas, et la remise en question de son statut de première vice-présidente du FPI, le parti qu'elle a cofondé dans la clandestinité avec son mari en 1982 et au sein duquel elle conserve influence et popularité. La justice malienne a émis lundi 5 juillet un mandat d'arrêt international contre Karim Keïta, ancien député et fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est recherché dans le cadre de l'enquête sur la disparition il y a un peu plus de 5 ans d'un journaliste malien, Birama Touré. Depuis 5 ans, les enquêtes n'avaient vraiment pas avancé. Le prochain sommet du G5 Sahel aura lieu ce vendredi 9 juillet en visioconférence. Emmanuel Macron, nigérien, Mohamed Bazoum, qui avait été convié à l'Élysée. Le président français devrait profiter de ce sommet pour préciser le futur engagement français dans la région un mois après l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane. L'objectif pour Paris est de diviser par 2 le nombre de soldats français au Sahel d'ici janvier 2023. Cette annonce, qui avait visiblement surpris certains dirigeants sahéliens, s'est faite dans un contexte de popularité. Le président Jovenel Moïse, assassiné par un commando. Nous sommes bien entendu en Haïti. Dans ce pays, le premier ministre sortant a annoncé l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, par un commando dans la nuit de mardi à mercredi. Édition spéciale à suivre désormais cette édition. On a appris encore également que son épouse vient de rendre l'âme. Nous y reviendrons pour plus de détails. La page sport, l'Italie disputera la finale du championnat d'Europe des nations Euro de football pour la 4e fois de son histoire le 11 juillet 2021 à Londres. Ce sera soit face à l'Angleterre, soit face au Danemark qui s'affrontent lors de l'autre demi-finale de cet Euro 2021 ce 7 juillet. La sélection italienne, qui n'a remporté cette compétition qu'une fois en 1968, a souffert pour se hisser jusqu'en finale. Elle a écarté au tir au but 4-2 une sélection espagnole dominatrice et qui l'a entraînée en prolongation. Les Italiens ont 7 ouvert le score par sur une superbe frappe enrôlée de Federico 1-0 à la 60e minute. Mais les Ibères ont égalisé grâce à Alvaro Morata 1-1 80e minute. Plus lucide, les Transalpins ont aussi été plus adroits face à la cage gardée par Unai Simon. L'Italie confirme ainsi son retour au premier plan après avoir raté la qualification pour la Coupe du Monde 2018. Elle attend désormais de savoir quel adversaire elle retrouvera dans le mythique stade de Wembley dimanche prochain. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Gérard Onsa, chef d'édition d'Okassa Wangan. Présentation Aristide Setim. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Eugène Beaumont. Je cite, « La fidélité est la forme la plus noble de la servitude. » La fidélité est la forme la plus noble de la servitude. Une nouvelle fois, la fidélité
est la forme la plus noble de la servitude. On se retrouve dans une minute, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité. Parce que notre musique est une force, dièse une force, dièse une force, dièse une force.